nouveaux premiers participants qui arrivent. Bienvenue dans cette masterclass. J'attends que allez, ça monte un tout petit peu et puis on va démarrer. On va vous envoyer Lucie va vous partager son écran avec un QR code, histoire de savoir un peu quelle est la population qu'on a avec nous, quel est votre rapport à l'infra ou pas, si vous avez déjà des bases, même si Thomas va quand même réexpliquer pas mal de choses. Donc, vous pouvez flasher ce superbe QR code pour nous dire un peu dans quelle catégorie vous êtes. Et puis, on va parler du coup aujourd'hui, on va parler d'infra as code, de serverless. On va parler du Cloud Development Kit, du CDK d'AWS, qui permet justement de générer des infras assez simplement. Et on va voir avec Thomas en quoi ça peut être très pratique, aussi bien pour faire carrément de l'infra que pour même améliorer son code au quotidien et avoir des considérations qui soient diverses. Thomas, je vais te laisser la parole. Thomas, qui est ex-développeur advocate chez Datadog, qui est un professeur star sur Open Classroom depuis quelques années. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens d'Open Classroom. Vous allez voir au niveau de la vulgarisation, ça va être canon. On va voir en vrai live coding et très bien expliqué. Donc ça, c'est très chouette. Donc je vais te donner la parole, Thomas. Et puis Yes. vous pouvez poser vos questions en commentaire. La présentation devrait durer aux alentours de 25 minutes et puis à la fin, on prendra vos questions, on les posera directement à Thomas. Bienvenue Ok. à ceux qui sont arrivés un petit peu après. Évidemment, on va enregistrer ce talk, donc vous pourrez le filer à vos collègues si vous avez trouvé ça intéressant. Thomas, je te laisse la main. Ouais, ok, c'est bon. Merci Stan. C'est En parti. plus, ce qui sera intéressant en fait pour le talk, c'est que j'ai créé un blog post par rapport à ça et tout le code est open sourcé. Donc, vous pourrez le récupérer en fait de votre côté si vous souhaitez un peu voir plus précisément le code, le reprendre en main, réaliser des modifications. Donc ouais, l'idée c'est que ce soit un peu le plus. Tout est open source, tout est lisible. L'idée en fait là de la masterclass, c'est plus de pouvoir vous expliquer les notions en live avec mes mots. Et puis après, potentiellement, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous renforcer votre modèle mental, que vous puissiez recouper avec le blog post et le code. Je vais partager mon écran. Je veux bien dire peut-être juste Anne, en fait, une fois que je le partage, si tu vois tout comme il faut, je vais mettre sur les slides. Est-ce que tu peux me faire un pouce vers le haut pour me dire que c'est bon? Alors, je peux même te dire voix haute, c'est bon. Et Magnifique. Cool. sur le terminal, peut-être zoomer un tout petit peu. Ouais, alors j'ai agrandi mon terminal. Je vais être gentil avec vous. Je suis un utilisateur de Vim. Et là, j'ai lancé VS Code pour vous montrer le code. Et voilà, normalement, en fait, j'utilise Vim. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, ouais, ce qu'on va voir, c'est le Cloud Development Kit d'AWS. Ça va être la seule fois de la présentation où je vais dire Cloud Development Kit parce que c'est assez long. Et si je répète ça 10 fois, je pense que je vais m'embrouiller. Donc, je vais dire CDK à la place. Et l'idée aujourd'hui, ouais, c'est qu'on parle un peu d'une infrastructure sans DevOps, point d'interrogation. Je vais vous présenter en premier le projet, en quoi il consiste. Donc, ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est je vais vous montrer un uploader d'image qui est totalement serverless. Donc, je vais démarrer mon serveur et vous montrer le résultat. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. La partie front utilise React. Il y a 3 routes. La home principale sur laquelle voilà, c'est simplement l'accueil. La partie upload d'images sur laquelle je vais pouvoir uploader des images. Et la partie file list, qui, elle, en fait, va contenir la liste des fichiers. Je vais lancer directement mon infra en même temps. Comme ça va me permettre de vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, j'utilise un environnement virtuel en Python. Donc, je vais directement lancer mon environnement virtuel. D'accord. Hop, on va faire. Et je vais vous présenter après l'intégralité du projet. Pardon, okay, désolé, ok, je vais regarder après. Le stress de la présentation.
Pourquoi je vais vous parler en fait aujourd'hui d'un uploader d'images, pourquoi c'est un projet qui est intéressant, pourquoi j'ai pas choisi en fait de prendre un projet qui est différent, peut-être plus complexe. L'idée, c'est un uploader d'images. Là où je trouve que ce projet est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est simple à comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous dis uploader d'images ou uploader d'assets, vous en avez tous utilisé dans votre vie. Par exemple, quand vous êtes passé par, par Jiffy ou par Facebook, vous avez uploadé des images. Donc, c'est simple à comprendre. En fait, c'est quelque chose qui se définit en une ligne. Par contre, c'est quelque chose qui est architecturellement intéressant parce que ça utilise beaucoup de services d'AWS. Et c'est intéressant parce que ça va nous apprendre en fait à utiliser des ressources AWS, que ce soit des buckets S3 pour tout ce qui est stockage d'images, que ce soit des tables DynamoDB pour tout ce qui est persistance de données, des fonctions lambda, des API gateway pour faire toute la partie API REST. Donc c'est un projet déjà qui est intéressant simplement parce que ça nous permet de découvrir en fait les ressources AWS et ça nous permet aussi d'apprendre à OK, comment en fait elles communiquent ensemble. Donc comment est-ce qu'elles parlent ensemble? C'est quoi les règles qui permettent par exemple d'une fonction lambda qui permet à une fonction lambda de communiquer avec une autre fonction lambda, ou c'est quoi qui me permet par exemple du côté de mon front de parler par exemple avec mon API gateway qui va parler après avec des fonctions lambda qui vont après potentiellement parler avec une table DynamoDB. J'ai dit que c'était en fait un uploader d'images serverless et même si effectivement il y a des personnes en fait ici qui ont des notions de DevOps, je pense que c'est important juste que je redéfinisse quand même le concept de serverless par rapport à d'autres concepts. Donc souvent, quand je suis avec des étudiants sur Open Classroom, pour reprendre ce qu'a dit Stan tout à l'heure, quand ils me demandent qu'est-ce que c'est que le serverless, je leur dis écoute, c'est uniquement du code. À la différence d'infrastructures un peu classiques, donc par exemple des on-premise ou du container as a service, sur des functions as a service, vous vous souciez uniquement du code. Donc toute la partie hardware, donc mes racks et mes changements de disque dur, toute la partie operating system, donc quelle version d'Ubuntu j'utilise et quand est-ce que je fais des montées de version, toute la partie orchestration, j'ai pas à la gérer. J'ai uniquement à m'occuper et à me soucier de mon code, ce qui fait assez sens d'un point de vue business, parce que finalement, qu'est-ce qui apporte de la valeur à mon produit? C'est pas l'infrastructure que j'utilise, c'est pas mon operating system, c'est pas mon service d'orchestration, c'est pas mon runtime, c'est mon code. C'est mon code qui fait en fait que mon produit est un produit et qu'il est utilisé par d'autres personnes. L'un des autres trucs que je trouve très cool en fait, et je vais pas mal revenir dessus quand je vais vous parler du CDK, c'est que c'est aussi uniquement du code. Pareil, il y a des personnes en fait ici qui disaient qu'ils avaient des notions de DevOps, donc peut-être que des services tels que CloudFormation ou ou Terraform, c'est des éléments qui vous parlent et c'est très bien. L'un des problèmes, selon moi, par exemple, de CloudFormation, c'est que c'est uniquement du YML, donc on n'a pas d'autocomplétion en fait qui est faite via le code. À la différence du CDK, c'est-à-dire que le CDK, vous allez pouvoir via du Python, via du TypeScript, via du Go, via du Java, générer directement votre infrastructure avec du code, générer la communication entre vos services directement avec du code. Et du coup, la partie cool, c'est que vous aurez toute l'autocomplétion de votre éditeur de texte via le code. Donc, ça va vraiment un peu vous mâcher le boulot. Ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Je vais vous présenter un peu les prérequis si vous souhaitez en fait lancer le projet de votre côté. J'ai un onglet qui est ouvert ici, qui est la page GitHub du projet. Vous pouvez le cloner. Il y a un README qui est quand même assez conséquent, mais assez explicatif, où il y a l'infrastructure, il y a un peu les requirements, les commandes que vous allez devoir passer. Typiquement, tout à l'heure, hop, je voulais réactiver mon environnement virtuel. Hop, je vais passer par ça, c'est directement là-dessus. Et je vais lancer mon CDK parce que ça va prendre un peu de temps. Donc, autant qu'on fasse une tâche en parallèle. Alors, ce que je vous disais pour les prérequis, vous allez avoir besoin, si vous souhaitez utiliser ce projet de Bootstrapé, vous allez avoir besoin de Python. J'utilise la 3.9. Vous allez avoir au moins besoin de Node.js en version au moins supérieure à 14. Là, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, j'utilise la 16. J'utilise pas la LTS, en fait, la 18, mais j'utilise actuellement la 16. Vous allez devoir installer le CDK de façon globale.
donc via un npm i-g pour l'installer de façon globale sur votre machine. Et vous aurez besoin d'une access key et d'une secret access key côté AWS, ce qui fait sens parce que vous allez communiquer directement avec les API d'AWS. Je vais vous présenter le schéma du projet et je vais en même temps vous présenter à quoi servent chacun des services qui est présent ici. Donc ici, en fait, c'est mon client, c'est mon ordinateur, tout simplement. Je vais avoir 2 buckets S3 en fait pour ce projet. Le premier bucket S3 va contenir mon application React. Je reviendrai tout à l'heure dessus quand je vais vous montrer un peu comment est-ce que je crée mon bucket et comment est-ce que j'upload des fichiers dessus. Mais sachez rapidement que S3, c'est pas uniquement du stockage objet. Donc, ça permet pas uniquement de stocker des images, des fichiers Excel, des CSV, des vidéos, mais ça vous permet aussi de stocker et de lancer des fichiers, des sites statiques. Autrement dit, des sites qu'utilisent HTML, CSS et JavaScript. Vous pouvez pas avec S3 utiliser, par exemple, utiliser du Python ou utiliser du PHP. C'est pas fait pour ça. Vous pouvez pas non plus faire tourner des OS. Par contre, ouais, vous pouvez par exemple stocker des DOM de DB. L'autre bucket S3 que j'ai ici contient l'intégralité des images de mon application. Donc, en fait, c'est des images que je vais pouvoir uploader, que la personne va pouvoir retrouver. Pour éviter d'avoir des coûts trop forts côté S3, j'ai attaché une distribution CloudFront. CloudFront, qu'est-ce que c'est? C'est un CDN. Un CDN, ça correspond à Content Delivery Network. Et souvent, les CDN, vous les utilisez pour des images, donc pour cacher des images ou pour cacher, par exemple, des vidéos. Dans l'un de mes anciens boulots, on utilisait CloudFront pour tout ce qui était stockage de vidéos. Ça cache en fait l'intégralité de ces résultats et ça vous évite de tirer le bucket S3 et du coup de faire augmenter votre facture. Donc, en tant que client, j'arrive en fait ici sur mon application React et quand je vais vouloir uploader ou récupérer des images, je vais parler à mon service API Gateway. API Gateway qui est ici une API REST. Il y a 2 routes que je vais vous montrer tout à l'heure. Une route qui me permet d'uploader des images, donc le verbe HTTP, ce sera un post, et une route qui me permet de récupérer les images, et du coup là, le verbe HTTP, ce sera un get. Les fonctions lambda, pour vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est donc des fonctions totalement serverless, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous ne vous souciez pas de mettre par exemple votre runtime à jour ou de mettre votre OS à jour, AWS le fait pour vous, et c'est simplement du code qui est exécuté en réponse à un événement. Donc l'événement, ça peut être un call HTTP, mais ça peut être aussi, là ce que j'ai ici, ma troisième fonction lambda, c'est une lambda qui va parler à une autre lambda. Donc là, dans les 3 lambdas que j'ai ici, il y en a 2 que je contacte directement via des requêtes HTTP, et la dernière, le write file name to DynamoDB, elle est directement appelée par cette fonction lambda. Enfin, le dernier élément ici, c'est mon DynamoDB. C'est ce qui va me permettre de stocker un peu le chemin des fichiers et le nom des fichiers avec un datetime. DynamoDB, c'est des bases de données non relationnelles. Et pareil, c'est un service qui est directement managé par AWS. Donc, vous pouvez pas vous connecter en SSH dessus. Tout est géré en fait par AWS pour vous. OK, on va passer directement au code et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais déployer en fait mon infrastructure parce que ça va prendre un peu de temps. Je vous expliquerai juste après qu'est-ce que je fais et on va partir sur la partie code. Donc, si vous clonez le projet, quand vous allez voir que vous avez différents dossiers. Donc, le dossier front app, c'est ce qui va contenir mon application front, donc mon React. Lambda, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est le code en fait de chacune de mes fonctions lambda. Script, c'est un script Python qui vous permet en fait d'envoyer des images pour avoir déjà en fait des résultats qui vous permet déjà directement d'envoyer des images sur votre bucket S3 pour éviter d'avoir à le faire à la main. Quand vous initialisez un projet avec le CDK, par défaut, ça va vous créer en fait un certain nombre de fichiers, dont le fichier app.py. Un .py, vous voyez qu'il contient pas grand-chose et qui contient beaucoup de commentaires de code. C'est un fichier qui est autogénéré par le CDK. Donc c'est pas moi en fait qui l'autogénère, c'est directement quand j'initialise mon nouveau projet avec le CDK, ça l'initialise comme ça. Et vous pouvez voir ici que j'instancie simplement une nouvelle application, que je récupère une stack et que je bind, si on peut dire, à ma stack à mon application courante. Là où on va passer le plus de temps, ça va être dans le dossier serverless image uploader et notamment le fichier serverless image uploader stack.
qui contient l'intégralité de ma stack. Donc, je vais remonter tout en haut. Le premier truc que je trouve très cool avec le CDK, c'est si je reviens tout à l'heure en fait sur les ressources que je vous ai montrées, donc toutes les ressources qui sont ici. Donc, on voit qu'on a 2 buckets S3, une API Gateway, un CloudFront, je ne vais pas avoir assez de doigts, mais 3 fonctions lambda et un DynamoDB. On voit en fait que toutes ces ressources et toute la communication entre ces ressources, je suis capable de générer ça en moins de 128 lignes de code. Ce qui est pour moi relativement, c'est assez insane. C'est relativement magique. En fait, c'est l'une des choses en fait de pourquoi j'aime beaucoup le CDK. De la ligne 1 à la ligne 10, j'importe simplement des modules que j'installe, si vous ne faites pas du Python, directement via le requirement.txt. Vous pouvez voir ici, par exemple, que j'utilise en fait, j'installe le module d'API Gateway, de CloudFront, de C2, ainsi de suite. Et ici, j'importe les modules dont je vais réellement avoir besoin. Donc, par exemple, le module de fonction lambda, le module S3, API Gateway, CloudFront, ainsi de suite. L'intégralité de ma stack est située dans l'objet serverless image uploader stack qui hérite du CDK Burn Stack. Et tout est dans le Dunder init. Alors, je vais agrandir un peu et je vais vous montrer l'intégralité de la création des ressources pas à pas. Donc, ici, les 2 premières lignes, en fait, un peu les 2 premiers blocs de code que vous pouvez voir, c'est les buckets S3 que je vais créer. Donc, le premier bucket que je vais créer, ça va être mon bucket d'image. Je vais lui donner un nom. Et là, je vais faire le premier truc très cool. Je vais lui donner les droits de lecture au monde. Par défaut, quand vous créez un bucket sur AWS, il est fermé. C'est-à-dire qu'il n'est pas public, il n'est pas publiquement accessible. C'est ce qu'on appelle la règle du moindre privilège. C'est de donner explicitement d'autoriser que telle ou telle chose soit accessible ou pas. C'est des règles de sécurité. Si vous avez fait de l'infra, en fait, règle du moindre privilège, ça vous parle forcément. Et voilà, ici, en fait, en une ligne de code, je dis, OK, ce bucket, il est plus fermé, il est ouvert au monde. C'est-à-dire que je peux, en fait, directement voir les images dessus depuis l'extérieur. Le deuxième bucket que je crée, ça correspond, en fait, à mon application React. Donc, les 2 premières lignes, normalement, ça ne devrait pas vous sembler nouveau parce que je viens juste de vous les définir. Par contre, la 3e ligne, en fait, est assez cool. En une ligne de code, je lui dis, OK, sache que ce bucket, ça va être un site statique. Et je vais dire, OK, bon, tu prends en fait le root un peu, ça va être index.html. Donc, en une ligne de code, je suis capable de le définir. Sachez que je pourrais tout à fait faire ça. Donc, s3.bucket et créer mon bucket, ça fonctionnerait tout aussi bien. Mais le truc, c'est que je vais avoir besoin en fait de réutiliser un peu chacune de ces variables que j'ai initialisées plus tard dans ma stack. Ce que je fais ensuite, c'est que je définis ma règle de déploiement pour mon application front-end. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que je vais prendre les sources, en fait, ça va correspondre à frontapp.build. Si je retourne sur mon arborescence, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est mon application React et j'ai mon point .build qui est ici. La source pourrait être différente. Dans le cas présent, c'est directement en local, mais ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être depuis un repository, ça pourrait être depuis un Docker registry. Et voilà, là, je le prends directement en local et je lui dis, OK, le destination bucket, c'est mon front-end bucket. D'où le fait que j'ai besoin de donner et d'initialiser des variables pour ça parce que je les réutilise en fait à droite à gauche dans ma stack. Ensuite, la distribution CloudFront. Donc là, j'initialise une nouvelle distribution CloudFront. Je lui donne un peu un comportement par défaut et je lui dis, OK, ton origine, c'est image bucket. Ce qui va dire que ma distribution CloudFront va cacher les résultats de mon bucket. Et ça, pareil, en fait, je suis capable de le faire en une ligne de code. Vient ensuite la partie DynamoDB. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la table DynamoDB, ce que je vais stocker, c'est un peu le pass de mes images sur mon bucket. Si vous avez déjà fait du serverless, j'aurais pu faire ça totalement différemment en mettant des métadatas et en interrogeant directement S3. Mais là, dans le cadre de ce projet, je trouvais que c'était plus pertinent et plus malin d'avoir une table DynamoDB pour stocker des infos à l'intérieur. Donc, pareil, je lui donne un nom et je lui définis la partition key et je dis, OK, ta partition key, elle va s'appeler filepass et elle va être de type string. Vient ensuite la partie sur les fonctions lambda.
Bon, je pense que la règle du Hello World, vous la connaissez tous. Hein, généralement, quand on teste quelque chose, on fait tous un Hello World. C'est ce que j'ai fait ici. Hein, j'ai fait un Hello World lambda simplement pour voir que ça marchait bien. En fait, c'était mon premier cas un peu simple pour dire, OK, j'arrive à passer par mon API Gateway et à passer mon Hello World lambda. Ce que je fais, par contre, ce qui est assez cool, donc je lui donne un nom, je lui donne le runtime. Ici, le runtime, j'ai mis Python 3, mais via l'autocomplétion de VS Code ou de votre éditeur de texte, vous pourriez mettre tout à fait Node.js 16 ou Python 3.7, et ainsi de suite. Et vous avez l'autocomplétion là-dessus. Ensuite, je lui dis, OK, ce code, il est situé en local et il est situé dans le dossier lambda et plus précisément dans le fichier Hello World lambda. Je rouvre mon explorateur, je vais dans lambda. Ici, on a mes 4 fonctions lambda, dont Hello World. Je l'ouvre. Hello World fait absolument rien. Elle log un Hello World que je pourrais avoir après côté CloudWatch, par exemple, si j'ai envie d'avoir mes logs, et elle retourne un statut en 200 en disant OK, voilà, tout se passe bien. Là où ça devient intéressant, c'est pour les 3 autres fonctions lambda. Et on va commencer par la première, en fait, listFile lambda. ListFile lambda, de par son nommage, elle me permet de lister les fichiers, donc peut-être de lister les images. Les premières lignes, normalement, rien de nouveau parce que je viens juste de vous les définir. Donc, runtime, où est-ce qu'est situé le code de la fonction lambda et c'est quoi le handler. Ça, il n'y a rien de nouveau. Par contre, le truc d'assez cool que je peux faire, c'est que je peux lui passer des variables d'environnement. Encore une fois, on revient en fait à ce que je disais tout à l'heure. File, table ou image CDN, je les ai définis en fait au préalable un peu plus haut. C'est-à-dire que là, par exemple, on a file table et là, en fait, on a image CDN. Donc, je les ai définis un peu plus haut et en les définissant, je peux passer des variables d'environnement à ma fonction lambda pour que je l'utilise pour que j'utilise cette information pour écrire sur ma fonction lambda. Donc, je vais vous montrer listfile.py. Donc là, la lambda est un petit peu plus grosse, mais bon, voilà, c'est moins de 35 lignes de code. Donc pour moi, en fait, ça se mêle pas, en fait. C'est une lambda qui est tout à fait correcte en termes de taille. Ici, j'importe des modules par défaut de Python, à savoir OS et JSON. OS, ça me permet simplement de récupérer les variables d'environnement, ce que je fais ici. On dit, OK, genre, souviens-toi tout à l'heure, je t'ai passé des variables d'environnement, bah là, récupère-les parce que je vais en avoir besoin. Ce que je fais après ici, c'est que j'importe Boto3. Alors, si vous êtes un peu familier avec les lambdas, vous devez peut-être savoir que quand on veut installer d'autres modules, d'autres librairies, on a besoin d'ajouter ce qu'on appelle des layers. Des layers, ça va être une surcouche à la fonction lambda qui va permettre d'utiliser telle ou telle librairie. Boto3, c'est un layer d'AWS par défaut qui est présent. Donc, vous n'avez même pas à l'initialiser. Et c'est ce qui va me permettre de parler avec mes différentes ressources sur AWS, à savoir S3 et DynamoDB. Donc là, ici, ce que je fais, justement, je dis, OK, bah, utilise en fait DynamoDB que je viens de définir comme ressource et initialise la communication avec cette table et je fais un scan dessus. Le scan, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux côté DynamoDB parce que c'est vrai que ça va parcourir l'intégralité de ma table DynamoDB. Donc, en production, c'est pas forcément ce que nous allons utiliser, mais là, dans le cadre de cet exemple, voilà, je trouve ça pas déconnant d'utiliser un scan. Et ce que je fais, donc le scan, ça me permet de récupérer l'intégralité des infos. J'initialise une liste, je prépare un peu ma liste d'images. Donc là, je lui attache d'abord le CDN et après, je lui attache l'image pass. Et je retourne tout ça, en fait, en réponse à mon API Gateway. Statut 200 et les images sont présentes ici. Hop, je vais revenir là-dessus. On va regarder après, donc pas file to DynamoDB lambda, mais plutôt upload file lambda. Et je reviendrai en fait sur celle-là après. Donc là, normalement, rien de neuf par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Runtime, où est-ce que tu vas chercher le code? Variable d'environnement. Donc là, ici, ce que je lui passe comme variable d'environnement, c'est le nom de mon bucket et le nom de l'autre lambda que je vais pouvoir directement invoquer depuis cette lambda-là. Donc, je vais pouvoir, depuis upload file lambda, invoquer file to DDB lambda. On va regarder le code. Ça fait un petit peu plus de choses, mais pas non plus. Voilà, on reste sur une fonction lambda qui est quand même assez petite. Donc ici, pareil, j'importe des modules par défaut. Donc base 64 parce que j'envoie mes images en base 64. Datetime parce que ça va me permet de générer un identifiant unique. JSON-OS, je vous les ai définis tout à l'heure. J'importe Boto3. Ici, je vais utiliser S3 et je vais utiliser Lambda
Règle de nommage, souvent en fait, on va utiliser client et pas lambda, parce que si vous faites du Python, en fait, vous devriez savoir que lambda, c'est un mot qui est réservé en Python, donc on ne peut pas l'utiliser. Et là, du coup, ce que je fais, donc, je récupère mes variables d'environnement, j'initialise la communication avec mon bucket. Je parse, en fait, je récupère les données depuis mon JSON de mon event. Je prépare tout ça en base 64. Je génère mon identifiant unique. Je génère un peu mon full pass. Et là-dessus, j'envoie en fait l'image en base 64 directement sur mon bucket. Je lui donne une clé, je lui donne le body. Le body, ça va être l'image. Ici, en fait, on voit que je lui passe l'image en JPG. Génère un payload. Et le payload va me permettre d'invoquer l'autre fonction lambda, celle dont je vous parlais tout à l'heure, le file to DynamoDB. Enfin, je prépare une image URL et du coup, ce que je retourne en réponse quand on a uploadé l'image, c'est OK, c'est un succès, tout s'est bien passé. Et voilà le chemin vers mon image. Ce qui me permet de revenir sur la dernière fonction lambda, à savoir file to DynamoDB lambda. Rien de neuf, variable d'environnement, d'où est-ce que ça vient, le nom de la lambda. Ce qui est intéressant par contre dans file to DynamoDB lambda, c'est que du coup là-dessus, pardon, c'est pas celui-là, si c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça, pardon. Là-dessus, en fait, c'est cette lambda. Je vais récupérer, en fait, depuis l'événement, mon pass, mon name, mon datetime. Je vais initialiser la communication avec ma table DynamoDB. Et je vais ajouter cette info dans ma table DynamoDB. Je génère le response code et je retourne le tout. OK. Maintenant qu'on a vu un peu les différentes lambdas, je vais vous montrer un peu comment est-ce que on crée l'API. Donc, on paramètre l'API Gateway pour appeler telle ou telle fonction lambda. Donc, la première chose que je fais ici, c'est que je définis ma ressource API Gateway. Je la définis en fait en tant que REST API. Ça aurait pu être une HTTP API, mais là, je la définis en tant que REST API. Je fais pas forcément une super bonne pratique ici parce que je lui autorise toute l'origine et toutes les méthodes. Donc, pareil, dans le cas d'un projet, vous auriez tout intérêt à faire une gestion des cores qui est un peu plus fine. Mais là, dans le cadre du projet, c'est pas déconnant. Ensuite, ce que je fais donc pour ma lambda Hello World, je lui attache la ressource et je lui ajoute la méthode. Donc là, en gros, ce que ça va faire en termes de call HTTP, ça va faire un get slash hello. Et ça, du coup, ça va appeler directement ma fonction lambda. De la même façon, pour mon API d'image, donc je vais lui ajouter une nouvelle ressource. Donc par défaut, ce sera slash image. Et je vais dire, OK, tu as deux méthodes. Tu as ce que je vous disais tout à l'heure, le get et le post. Le get qui va me permettre de récupérer la liste de mes fichiers et le post qui va me permettre d'uploader une image. Donc ça, côté code, ça va faire slash image post qui correspondra à mon upload d'image et get d'image qui correspondra en fait à ma récupération d'image. On arrive maintenant à la partie un peu gestion des droits d'accès. Comment est-ce que ces différentes ressources parlent entre elles? Alors là, la première chose que je fais, c'est que je vais dire à mon image bucket, OK, sache que cette fonction lambda, file lambda, elle a le droit de lecture sur ce bucket. Elle n'a pas le droit d'écriture, mais elle a le droit de lecture. Si je ne fais pas ça, je serai incapable de communiquer en fait avec mon bucket d'image. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On reste en fait sur la règle du moindre privilège. Je donne accès explicitement à chacune de mes ressources via du code. Ensuite, ce que je fais, donc c'est pour plutôt mon upload file lambda. Là, je lui donne uniquement l'accès en écriture à mon bucket d'image. Vient ensuite la lambda qui invoque l'autre lambda. Et là, je lui dis, OK, sache que file to DynamoDB lambda va pouvoir être invoqué par upload file lambda. Pareil, si je fais pas ça, et c'est ce que j'avais pas fait initialement quand j'avais codé le projet, les lambda pouvaient pas parler entre elles. Donc là, voilà, dis OK, tu as le droit de parler, c'est normal. Enfin, dernier élément, la partie un peu file table, donc toute la partie DynamoDB, où là, je dis en fait, file to DB lambda, tu as le droit en fait d'écrire dessus, et list file, tu as le droit de lire dessus, donc sur ma table DynamoDB. Petit point un peu organisation du code. Si vous regardez mon code, vous pouvez voir que je l'ai un petit peu organisé étape par étape. C'est-à-dire que ce que je fais souvent quand j'utilise le CDK, c'est que j'ai créé l'intégralité de mes ressources. Donc S3, CloudFront, DynamoDB, ainsi de suite. Et uniquement à la fin, je vais dire, OK, je m'occupe des règles de communication.
Ça me permet de garder un peu de la logique dans mon code et de si quelqu'un arrive dessus et qu'il ne le connaît pas, il puisse se dire, OK, bon, je comprends la structure, je comprends que tu crées les ressources, tu crées tes règles de communication et après, tu autorises en fait tes ressources à parler entre elles. Je pense que là, du coup, en fait, l'intégralité devrait avoir été bootstrappée du projet. Donc, si je vais sur ma console AWS, hop, on va aller sur CloudFormation. Hop. Vous allez voir en fait là-dessus que ça a pu créer ma stack. Donc, on voit que j'ai deux stacks en fait qui sont créés par défaut. Le premier, c'est CDK Toolkit, qui est la stack du CDK dont j'ai besoin en fait d'utiliser. Et le Serverless Image Uploader Stack, qui est la stack que j'ai créée en faisant la commande CDK Deploy. Et si je clique dessus et que je vais, par exemple, dans les events, vous allez voir l'intégralité un peu des events qui ont été réalisés. Alors, je pense qu'il y a un petit bug côté AWS parce que là, il me dit qu'il y a toujours un creating progress alors que mon statut ici en create complete. Peut-être qu'il y a un souci côté AWS. Ça peut arriver. Et si je vais dans mes ressources, on va voir aussi l'intégralité des ressources qui ont été créées. Je vais vous montrer un petit peu du code qui est autogénéré quand on passe en fait 2-3 commandes. Donc côté déploiement et côté un peu synthétisation du déploiement, vous avez 3 commandes à connaître. La première, c'est CDK Bootstrap. Bootstrap, ça va permettre de bootstrapper votre CDK sur la stack CloudFormation. Ensuite, vous avez CDK Synth. CDK Synth, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça permet de synthétiser l'intégralité de ces ressources et de vous générer un template CloudFormation en YML. Donc, ce que je pourrais tout à fait faire ici, c'est CDK Synth, écris-moi ça en fait, genre dans CloudFormation template.yml, si j'avais envie de le manipuler. Vous pouvez voir que ouais, si vous avez déjà fait du CloudFormation, c'est quelque chose d'assez classique où toutes les conditions sont définies. Je suis assez content de passer par le CDK parce que justement, ça m'évite d'avoir à mettre les mains là-dedans. Et enfin, vous avez CDK Deploy que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, si je repasse la commande CDK Deploy, il va me dire, bah, en fait, ta stack est à jour. Donc, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ce qu'il me met ici, il me fait serverless. Enfin, il me dit, voilà, ton uploader stack, il n'a aucun changement. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Par contre, si je modifie une ligne de code, donc, par exemple, on va aller ici et on va dire que file donne les droits d'accès à Hello World Lambda, je sauvegarde, je retourne sur mon terminal, sur un CDK deploy, et là, le CDK deploy va dire, hey, il y a eu des changements. Il va me préciser en fait l'intégralité des changements, ce qu'on voit ici. Il va dire, OK, est-ce que tu es d'accord pour déployer tout ça? Là, je vais mettre non parce que j'en ai pas vraiment besoin. Il va à board, ce qui est assez logique. Et une fois que j'en ai terminé avec le CDK, je peux faire un CDK destroy qui va me permettre de supprimer ma stack CloudFormation. Alors, on arrive un peu sur la fin de la presse. On va faire un bilan. C'est toujours important de faire des bilans. La première chose que je trouve assez cool, c'est que finalement, c'est pas si compliqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En moins de 130 lignes de code, on est capable de générer une infra, on est capable de gérer des règles de communication dans une infra. Et ça, c'est plutôt cool. Je trouve que la marche d'apprentissage, elle est moins élevée que quand vous passez par des outils type CloudFormation. Le truc que je trouve très cool, c'est que c'est security first. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, règle du moins de privilège, c'est par défaut. C'est très cool. Toutes les personnes, pardon, qui ont fait de l'infra ici, sont très contents de se dire, OK, bon, c'est respecté. C'est developer first. Et à une époque où on parle de plus en plus de DX, donc de développeur expérience, c'est cool d'avoir un outil en fait qui est très très porté DX. L'un des défauts, c'est que c'est uniquement chez AWS. Et j'irai même plus loin, c'est que ça vous demande d'avoir quand même une connaissance d'AWS. Donc, comment est-ce que les services parlent entre eux? Si vous voulez, quel service, en fait, par exemple, vous pouvez faire pour de l'orchestration. Donc, ça vous demande d'avoir quand même une connaissance un peu fine d'AWS. Et enfin, c'est encore jeune. Donc, c'est soumis à de forts changements. Typiquement, là, en fait, je suis sur la version 1 du CDK, que j'ai codé il y a un peu moins d'1 an. Là, ils sont passés sur la 2, il y a des breaking change. Voilà, c'est encore soumis à des forts changements. C'est toujours faire gaffe un peu avec AWS avec ça. Les ressources, je pense que Stan pourra tout à l'heure les partager ou Lucie. Il y a un blog post sur Medium, donc vous pouvez voir ça en fait sur mon Medium. Il est en accès libre, hein, mais mes articles, je les mets pas derrière un wall payant.
le GitHub du projet. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite fortement à regarder le workshop sur le CDK d'AWS. Il est super bien fait pour le coup. Et vous pouvez voir qu'il y a du TypeScript, du Python, du .NET, du Java, du Go. Donc, en fonction un peu de votre background et de votre langage, vous pouvez directement jumper dessus en fait et faire vos tests. Voilà, j'ai terminé de mon côté la presse. Je vous remercie. J'ai une magnifique montagne. À vous les studios. Yes. Enfin, Merci beaucoup, Thomas. Merci infiniment. C'était vraiment canon, très clair. On a tout suivi. Je vais donner la parole, enfin, je vais prendre les questions, qu'il y a ok. quelques-unes qui ont été posées, parfois à tout le monde, parfois pas à tout le monde. Et le temps, si vous avez des questions là, vous pouvez les poser maintenant, on les prendra aussi. Et le temps que vous les écriviez, quelques mots sur The Product Crew, qui, si vous ne connaissez pas, on est une communauté de développeurs, de DevOps, de designers, de produits, de data. Et si ça vous intéresse de recevoir toutes les autres ressources, les autres masterclass qu'on a pu faire par le passé, d'être prévenu des suivantes, vous pouvez vous inscrire sur les liens que Lucie va partager. Et on fait aussi, évidemment, on a créé un système Open Candidate qui peut vous permettre de trouver votre prochain job ou votre prochain dev si vous êtes en recrutement. Donc, n'hésitez pas, il y a toutes les infos qui sont sur le lien. Et on va commencer avec une première question, la question de Baptiste. Tu l'as lu, Ouais, je Thomas, suis en train de la lire. je crois. Je vais la dire à voix haute. Donc, l'outil est très intéressant. Le code dans ce projet est écrit à la main. Est-ce qu'il existe un éditeur visuel, par exemple, sous forme de graphe, qui permet d'obtenir un fichier similaire sans taper à la main? C'est une bonne question. Euh, et je sais pas. Je sais pas. C'est une très bonne question. Je pense pas. Je pense pas, Baptiste, qu'il existe un éditeur visuel pour ça. Euh, non, je pense pas. Infra Parce no que, code. ouais, peut-être que ça viendra, vu qu'en plus le no-code est en train de se développer. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va être amené à arriver. Mais pour l'instant, ouais, je crois pas que ça existe, hein. J'irai regarder, mais ouais, je pense pas. Cool. Une autre petite question, Thomas. Dans Oui. quelle mesure ce type d'infrastructure serverless peut scaler quand on va avoir de plus en plus après de logique, de microservices et de ressources? Dans quelle mesure on peut investir dans du serverless en se disant, sans avoir à se dire, écoute, dès que j'aurai scalé et que je serai plus gros, j'aurai de toute façon besoin de changer. Est-ce qu'on peut tenir longtemps avec du serverless? Euh, ouais, en fait, le principe du serverless, c'est l'un des trucs en fait assez cool. Alors, il y a des inconvénients, je reviendrai dessus dans la deuxième partie de ma réponse. Mais le principe du serverless, c'est que c'est plus à toi de gérer la charge. C'est ton opérateur de cloud public, donc AWS dans notre exemple, ou GCP ou Azure, qui le fait pour toi. Donc, par exemple, S3, c'est un service qui est totalement managé par AWS. Et si tu as une personne qui va dessus, ou si tu en as 10 000, ou si tu en as 100 000, c'est AWS qui le gère pour toi. Donc, tu n'as pas à redimensionner tes bécanes. De la même façon, pour DynamoDB, c'est pareil. C'est pas toi qui dimensionne la taille de tes machines, c'est AWS qui le fait pour toi. Il y a parfois des soucis que tu peux avoir plutôt côté lambda avec ce qu'on appelle les cold start ou des erreurs de throttling qui peuvent parfois arriver si tu as vraiment des gros pics de charge. Mais dans tous les cas, tu as beaucoup moins le service en fait de machines virtuelles chez AWS s'appelle EC2. Et si par exemple tu décidais d'hoster ton API REST sur un EC2, là c'est à toi de la scaler. Donc tu as des règles pour dire bah tiens en fait j'ai envie que tu l'autoscales, mais c'est quand même à toi de les scaler, c'est quand même à toi de dimensionner ta machine. Alors que là sur le serverless c'est pas du tout quelque chose que tu as à faire. Idem pour API Gateway, c'est pas à toi de t'occuper des règles de scaling, c'est AWS qui le gère. Donc, ouais, le serverless, ça a quand même pas mal d'avantages en termes de charge. De dire, OK, j'ai plus forcément à m'embêter m'embêter avec ça.
Ça roule, très clair. Et du coup, comment dire? Ce que tu disais, c'est que de toute façon, ça va générer des fichiers YAML à la fin, enfin, ouais, YAML à la fin. Dans quelle mesure on a la possibilité d'aller fine-tuner s'il le faut ces fichiers, ou dans quelle mesure, au contraire, il faut essayer de pas trop le faire parce que justement, rester dans les rails de d'AWS. Quelle est la marge de Euh, manœuvre? c'est une bonne question, ça, en fait. Et c'est bien parce que j'ai des exemples concrets là-dessus. Euh, Ce que je disais, en fait, à la fin de ma slide, enfin, de ma presse, c'est que c'était encore jeune. Et typiquement, quand j'étais chez Datadog, on devait organiser des events avec AWS. Et on voulait faire communiquer. Donc, il y a un service d'orchestration sur AWS qui s'appelle Fargate, qui permet de gérer de l'orchestration d'images Docker. Et à l'époque, donc sur la version 1, on ne pouvait pas faire communiquer des images Docker, enfin des conteneurs Docker, sur les mêmes networks. Donc, il y a encore des limitations là-dessus. Souvent, et malheureusement, les limitations, elles arrivent quand tu les découvres. C'est-à-dire que tu es en train de coder un truc un peu plus complexe qui sort un peu des sentiers battus. Et c'est là où tu vas devoir remettre un peu les mains dans le cambouis côté CloudFormation. Donc, je trouve qu'au début, il n'y a pas tant besoin d'avoir des connaissances sur CloudFormation, mais à un moment, ça peut être important, quoi, de dire, OK, bon, si on veut à un moment passer à l'échelle et faire des trucs un peu complexes, enfin, beaucoup plus complexes, ou des règles très précises, à un moment, il faudra connaître. Yes, hyper clair. Et du coup, une transition vers la question d'après qui est, au fond, la question initiale de cette présentation. Dans un contexte serverless, quel va être le rôle des DevOps? Et est-ce que le rôle du développeur back-end, lui aussi, change parce que du coup, la responsabilité est partagée? Où se positionne cette relation entre Dev et DevOps quand on fait du serverless? Alors, il y a plusieurs choses à répondre à cette question. La première chose, c'est que, selon mon point de vue, aujourd'hui, un développeur back-end, ça doit avoir quand même des connaissances en infra, en avoir quelques-unes. On lui demande pas de gérer des réplications de bases de données ou de gérer des systèmes de caching. Par contre, il doit quand même, par exemple, avoir quelques connaissances en Docker. Et je trouve que le CDK, justement, ça permet d'apprendre un peu, OK, c'est quoi l'autre côté du miroir? Et on dit souvent qu'il y a deux paradigmes en informatique. Il y a le paradigme côté dev, où on dit que le dev, c'est souvent un peu le chirurgien qui va opérer sur le code, et l'infra qui va plutôt être le médecin généraliste. Et à un moment, si on souhaite un peu évoluer, si on souhaite aller plus loin, tout simplement, c'est bien qu'en tant que dev, back-end ou front-end, on sache ce qui se passe de l'autre côté, on sache ce qui se passe côté infra. Et je pense que ouais, des outils comme le CDK, ça permet justement à des devs back-end d'apprendre un peu à prendre la main sur l'infra et à acquérir des compétences DevOps, typiquement ouais, qui soient honneur un peu de tout ce qui est déploiement. Après, on peut pas tout connaître, donc on pourra pas. Un dev back-end ou un dev front-end pourra pas tout connaître côté infra, euh, mais au moins ça permettra ouais qu'il ait une connaissance un peu plus précise quand même du métier et de ce qui se passe en fait côté vraiment machinerie quoi et pas côté code. Ça répond à ta question ou pas? Totalement, je crois. Ok. Oui, oui, c'est hyper clair. Alors, tu es frisé, je ne sais pas si Ah c'est merde. de ton côté ou si c'est moi, en fait, que je Non, vois je pense que frisé. je suis frisé. Je pense que mon téléphone a frisé. Je suis désolé. Ah c'est bon. Ah, ça y est, c'est Changé. reparti. Aucun problème. Alors pour les questions, c'est tout. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui se sont rajoutés. Ok. De toute façon, vous avez les liens de Thomas. Donc, si vous voulez aller faire une issue, faire une pull request peut-être, poser une question ou un commentaire sur un des commits, n'hésitez pas à le faire. Et puis pareil, les ressources de l'article Medium, on va tout de suite les mettre ici et puis on les remettra de toute façon dans le mail qu'on va vous envoyer pour pouvoir facilement retrouver toutes ces belles ressources. Merci infiniment, Thomas. Une Merci. question. Il y a À une propos du question, partage. juste Ouais. À attends. propos du partage de charges justement. Comment est-ce qu'une infra se comporte dans la chaîne si celui-ci est no code? Euh,
Alors, je suis désolé, Jean-Marie, je suis pas totalement sûr de comprendre la question. Euh, là, pour moi, le CDK, c'est que c'est pas vraiment un outil no-code. Euh, je veux bien que tu explicites, en fait, si ça te dérange pas, Jean-Marie, Ouais, s'il te plaît. Ah, pardon, en plus, je me permettre de reformuler. tutoyer. On est entre nous, on est entre nous. Mais peut-être que l'idée, j'essaie peut-être de reformuler, si une des différentes ressources, c'est un site non pas en React sur lequel tu as la main, mais un site qui a été fait en no-code, à quel point tu as aussi la possibilité de considérer cette ressource-là comme une autre et de pouvoir allouer ou bien de la charge ou de créer des connexions entre celle-ci et d'autres. C'est Ben, comme ça que j'entendais le truc. Donc, je sais pas si j'essaie de répondre par j'ai bien rapport à compris. ça. Souvent, de mon point de vue, l'une des limitations du no-code et des solutions no-code, c'est... alors, j'en ai pas utilisé des masses, hein, donc ma réponse vaut ce qu'elle vaut. Mais souvent, la partie hosting, c'est pas forcément nous qui allons la gérer. C'est-à-dire que vous allez passer, par exemple, qui n'a pas de compétences en programmation de gamme d'infra. Euh, J'essaie de répondre et tu me diras, Jean-Marie, en fait, si ça répond à ta question. Mais ouais, souvent, en tout cas, pour les outils no-code, euh, c'est pas tellement vous qui vous souciez de l'hosting, c'est hosté pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, si vous passez par Bubble, hein, ou d'autres outils, euh, ouais, tout ce qui est hosting, ça va être géré pour vous. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de vous en soucier. Là, pour des outils tels que le CDK, c'est, selon moi, vraiment plus pour du code que vous faites de votre côté. Donc, que ce soit un front en React ou en Angular, ou des règles back-end. Mais pour moi, ouais, c'est plutôt vraiment côté. Enfin, c'est quelque chose qui reste très métier, en fait, et encore très relié à du code et pas forcément à du no-code. Et pour le gars de l'infra, je trouve que le paradigme, il est un peu en train de changer. Pendant un temps, en fait, on disait que les gars de l'infra, je vais pas faire de jugement, mais connaissaient moins le code, en fait, ou n'étaient pas forcément, en fait, à fond dans la programmation. Go a pas mal changé la donne, parce qu'aujourd'hui, tous les outils, typiquement Terraform, sont écrits en Go. Et c'est un peu, ouais, Go, c'est un peu le langage des infras. Donc, il y a aussi des développeurs back-end qui en font, mais je connais beaucoup de gens qui font de l'infra, qui font du Go. Donc, ça a un peu changé la donne. Je leur demande pas de connaître du JavaScript, du TypeScript. Parfois, ils font quand même un peu de scripting en Python. Mais ouais, de plus en plus, les gars de l'infra connaissent le Go. Et d'ailleurs, il y a que Yes. eux qui peuvent le lire, hein, parce que le Go, c'est illisible. Mais bref. Opinion. Désolé. Non, non, il n'y a pas de problème. Super, bah, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Euh, le Go pour développer les modules Ouais, c'est ça. Terraform. C'est-à-dire qu'en fait, Yes. donc Terraform, c'est développé par HashiCorp. Donc HashiCorp, ils font pas que Terraform, ils font d'autres produits type Nomad, qui est un orchestrateur. Voilà, ils font d'autres produits. Et c'est vrai que ouais, le Go, si vous allez regarder le code source, enfin le Terraform, si vous allez regarder le code source, c'est uniquement du Go. Et là où ils ont vraiment fait bien le boulot à HashiCorp, c'est qu'en plus tout le code il est open sourcé. Et du coup, il y a pas mal de providers de cloud public différents qui utilisent Terraform aujourd'hui. Donc, il y a les gros opérateurs de cloud public type AWS ou GCP, mais il y en a aussi des plus mineurs, type Oracle Cloud, à des modules en Go, et même OVH. Voilà. Parfait. On va s'arrêter sur ça. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. On était en famille aujourd'hui. C'était très agréable. Euh, Merci Thomas, évidemment, d'avoir préparé cette jolie masterclass pour se familiariser avec l'infra, avec le serverless, et même plus que ça, parce qu'on peut carrément l'utiliser totalement en prod. Merci Lucie d'avoir aidé à la réalisation de cet événement. On fait des masterclass comme celle-ci un petit peu toutes les semaines. Il y en a une autre mardi prochain, où là, c'est plus centré autour du process de recrutement des devs, plus côté recruteur, et on reprendra la semaine suivante avec une autre présentation plus orientée engineering.
Voilà, vous aurez toutes les infos sur les liens qui vous ont été envoyés. Et bon appétit à tous et à très bientôt.